aujourd'hui on accueille Olivier de StackLab pour un talk sur l'architecture décision encore. J'ai bien retenu la talk. Mais avant ça, du coup, on va faire quelques news du GDG, enfin de ce qui s'est passé en gros sur depuis le dernier talk, depuis le dernier meetup qu'on a fait dans l'écosystème Google. Donc il y a eu Google Next la semaine dernière, du 9 au 11 avril, il y a peut-être 2 semaines, je ne sais plus, où ils ont annoncé quelques nouveautés. Et donc les principales nouveautés qui ont été annoncées, c'est les trois sujets là. Donc on a Anthos, donc ça en gros c'est le nouveau nom de Google Cloud Service Platform. Donc ils ont rebaptisé ça Anthos. Et en gros ça donne la possibilité, alors je cite ce qui est marqué sur leur site, parce que je n'ai pas tout compris non plus. Mais en gros ils disent que ça donne la possibilité de faire du cloud privé, hybride et multi-cloud. Alors l'aspect multi-cloud en gros c'est quoi? C'est que depuis Anthos on peut manager votre plateforme cloud qui est sur Azure ou Amazon. Donc, vous pouvez déployer directement dessus, vous voyez, voilà. Et vous pouvez aussi, ils ont fait quelque chose, c'est Anthos Migrate qui vous permet de migrer toutes vos applications dans le cloud. Donc, vous avez développé un truc, vous voulez migrer dans le cloud, et donc il y a Anthos Migrate qui vous permet de le déployer a priori de manière automatisée. Pareil, j'ai pas regardé, ils ont annoncé ça la semaine dernière, donc voilà. Ils sont pas encore, c'est pas hyper clair hein, sur leur site tout ce que ça fait Anthos, mais bon, ça a l'air prometteur. En tout cas, c'était la grosse nouveauté qu'ils ont annoncé. Il y a aussi Database Managed Service. Donc en gros, ça c'est quoi? C'est Google qui a fait un partenariat avec des principaux éditeurs open source de bases de données. Donc dedans, on a MongoDB, Redis, Kafka, Neo4j, Elasticsearch, Cassandra et InfluDB. Donc en gros, là, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est que vous prenez un serveur bare metal sur Google Cloud, vous installez votre truc à la main et puis vous gérez tout à la mimine. Et les licences et tout ça, c'était vous débrouillez avec. Là maintenant, c'est intégré directement dans Google Cloud. Et donc, du coup, ça va être intégré au niveau de l'administration. Vous allez pouvoir administrer ces plateformes-là dans Google Cloud et aussi au niveau de la facturation, où il y aura une facture qui sera unifiée. Et donc, il y aura plus ce souci-là de facturation aussi à gérer. Et enfin, le dernier truc, c'est Cloud Run. Donc là, pareil, je cite aussi leur site. C'est possibilité de déployer des containers en serverless de façon managée par Google ou sur votre cluster GKE. Bon, j'ai regardé un petit peu la doc. En gros, c'est vous développez vos applications avec des containers. Et là, vous allez déployer en serverless. Parce que ce qu'on faisait jusqu'à présent en serverless, c'est qu'on déployait juste des fonctions. Maintenant, vous pouvez déployer des containers aussi. Le Cloud Run va transformer en gros, j'imagine, vos containers en fonction derrière. Mais voilà, après, toute la facturation et la tarification, ça se base comme des serverless. Et j'imagine que pareil, la montée en charge, le démarrage de vos containers, ça marche comme des serverless, où il doit certainement y avoir un temps de latence pour le premier appel ou choses comme ça. Voilà pour les news. Au niveau des DevFest, donc les DevFest c'est quoi? C'est les conférences qui sont connotées Google en gros, et GDG notamment. Donc les prochains DevFest qu'il va y avoir, on a DevFest Lille, le 14 juin, donc là le CFP est déjà fermé. Et sinon les prochains, on a DevFest Toulouse le 3 octobre, il y a le CFP qui est ouvert en ce moment. Et le DevFest Nantes 21 et 22 octobre. Le CFP n'est pas encore ouvert, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Le prochain talk, c'est le 7 mai pour Google I.O. Donc ce qu'on pense faire, c'est en gros faire une rediff de la keynote d'ouverture qui aura lieu le 7 mai à 19 h. Avec le décalage horaire, ce sera 19 h. Donc c'est la diffuser ici, juste la première keynote parce qu'il y en a deux. Si on fait les deux, on termine à pas d'heure. Vous pouvez rester, moi perso je ne resterai pas. Et voilà, en gros le 7 mai donc à 19 h, on fera la keynote d'ouverture. Elle dure 1 h 30, un truc comme ça, jusqu'à 20 h, 20h30. Et l'idée après c'est de débriefer sur ce qu'ils vont annoncer. On avait fait ça l'an dernier déjà. Alors on ne l'avait pas fait en présentiel, on l'avait fait sur Discord. Là l'idée c'est de le faire comme ça. Il y a plein de GDG qui font ça en général pour la Google I.O. Et on est en train de préparer le talk, la dernière de l'année pour juin. Appel à sponsor, donc ça c'est les 2 slides que j'ai fait tout à l'heure, il n'y a pas grand chose dedans. En gros, on cherche des sponsors, si vous voulez, ou vos entreprises sponsoriser les événements du GDG, vous êtes les bienvenus. Alors, vous pouvez, en gros, comment ça marche le sponsoring? C'est, on essaye d'éviter de délocaliser les meet-up, parce que là finalement Epitech ça a l'air d'arranger globalement tout le monde, il y a le tram pas trop loin,
c'est dans le centre de Bordeaux. Alors c'est sûr que ceux qui viennent de Pessac et qui sont en voiture, c'est compliqué, mais c'est pareil pour ceux qui viennent de Bordeaux et qui vont à Pessac en voiture. Donc l'idée c'est quand même de le faire ici. Mais après, si vous voulez sponsoriser, alors c'est surtout pour l'apéro en fait, hein, ça nous évitera de nous battre avec 3 paquets de chips. Parce que pour l'instant, on n'a pas de fonds, on n'a pas d'association, on n'a pas de compte en banque, donc en gros, on ramène l'apéro. Donc voilà. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à nous contacter. On a un site gdgbordeaux.fr. Il y a le lien vers le mail de la team, je crois. Encore que c'est pas sûr. Mais sinon, vous nous pinguez soit sur Twitter, soit sur le site s'il y a le lien. Et puis voilà. Et enfin, donc on accueille Olivier pour son magnifique talk. Attends, la fin, on va dire qu'elle est magnifique. Je peux te... Ouais, tu peux, c'est pas le mien. Bastien. Ok, bon, ben c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des architectures Decision Record, mais j'arrive pas à le dire. Donc c'est les ADR, on entend plus souvent. Et je vais essayer de vous montrer comment c'est fun, entre guillemets, et que c'est en tout cas un peu plus sympa que de la doc un peu plus classique qu'on a l'habitude d'écrire. On verra pourquoi. Je vais me présenter déjà, je m'appelle Olivier Revial, je bosse chez Stack Labs. C'est une petite boîte toulousaine qui est hyper sympa, on est des développeurs passionnés, on est pas mal dans le dev et beaucoup de cloud, un peu de big data. Donc si vous passez sur Toulouse, n'hésitez pas. Ah oui, il y aura un quiz pendant ma presse et il y a des cannelés à gagner. Alors sortez votre téléphone, vous pouvez déjà vous connecter à menti.com avec ce code normalement. S'il est toujours, je vérifie qu'il est up. Et normalement, ouais, c'est bon, le code a l'air bon. Donc vous pouvez vous connecter, vous avez le temps, je remettrai le code, mais il y aura des cannelés à gagner. Ok, attaquons le sujet. Alors, avant d'attaquer les ADR en eux-mêmes, je voulais parler, faire un petit point sur les différents types de documentation qui existent. Et pour ça, je vais prendre une analogie qui est l'analogie de la cuisine. On va voir comment les différents types de documentation pourraient s'exporter dans le domaine de la cuisine. C'est basé sur un article de blog du blog d'Ivio qui est hyper intéressant. Je vous invite à aller le lire, il est là. Donc, en gros, cet article de blog distingue deux grands axes pour les documentations. D'une part, un axe qui est plutôt des supports documentation plutôt pour l'étude ou plutôt pour directement travailler. Et l'autre axe, l'axe vertical, c'est plutôt une application pratique versus des connaissances théoriques. Donc c'est peut-être un peu flou, on va voir ce que c'est. Donc le premier type d'approche, c'est l'approche type apprentissage, qui est le tutoriel. Donc j'ai dit que je faisais mon analogie de cuisine, donc je vais la faire. En termes de cuisine, ce serait en gros un parent qui prend son enfant par la main et qui va lui apprendre à cuisiner. Ça c'est un tutoriel, on montre comment faire, on explique, c'est une approche vraiment pratique. Donc voilà, et l'autre type d'approche pratique, c'est l'approche how to, donc c'est le guide. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de résoudre un problème. Si je reprends mon analogie, ce serait tout simplement une recette de cuisine. Donc ça veut dire, la recette de cuisine, c'est un but simple, de réaliser le plat. Et les étapes pour y parvenir, c'est les différentes étapes de la recette. Donc en termes de documentation, on retrouve pas mal ça avec les how-to, donc c'est pareil. On est centré sur un problème et on essaye d'avoir les différents points qui nous permettent de résoudre. Donc ça peut être des exécutions de différentes commandes, des connexions à tel ou tel site,
Ouais, peu importe, mais ça permet vraiment de se concentrer sur un cas simple. Ensuite, on va avoir les parties plus théoriques. Donc là, pour nous développeurs, c'est peut-être un peu plus abstrait. On retrouve l'aspect explication. Là, l'idée, ça va être de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Sur mon analogie, ce serait l'équivalent d'un article qui explique je sais pas, comment on a l'habitude de cuisiner à Bordeaux, pourquoi on a l'habitude de cuisiner comme ça depuis les années 1800 ou je sais pas. Donc ce serait vraiment quelque chose où on essaye de comprendre pourquoi et de comprendre. Le dernier type de documentation qu'on retrouve, c'est l'approche référence. Là, on est sur de la grosse encyclopédie et on documente tout. Donc c'est hyper complet, c'est exhaustif. Là, on va tout décrire. Typiquement en cuisine, ce serait une encyclopédie culinaire. On aurait la description de tous les ustensiles, de tous les différents ingrédients qu'on peut trouver, de toutes les recettes. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'exhaustif. Donc, on va essayer de revenir aux ADR quand même, c'est de ça qu'on va parler. Les ADR, ils se projettent plutôt sur de la connaissance théorique et ils sont dans le côté explication puisqu'on va vraiment essayer de répondre à la question pourquoi. Ce qu'on va faire avec les ADR, c'est qu'on va essayer de documenter les choix techniques qu'on fait au fur et à mesure dans notre projet et de documenter surtout pourquoi on les fait. On n'essaye pas de dire au fur et à mesure quel choix technique on a fait. Ça, ce sera d'autres types de documentation qui vont nous permettre de le faire. Là, on va vraiment essayer de garder une trace du pourquoi on l'a fait. Pourquoi on a fait tel design, pourquoi on a fait tel ou tel choix de techno, par exemple. Donc, c'est l'heure du quiz. Première question. Donc, je vous invite à vous connecter à Menti avec ce code. Et 13 personnes, je pense qu'on peut faire mieux. On est combien? On peut faire un peu mieux. C'est bon, tout le monde est connecté? Nous avons? Une espèce de flamme. J'envoie dans 10 secondes. Il en manque encore? C'est une espèce de flamme bizarre, c'est un effet flottant. 26. Ah. Ouais, c'est parti. Donc, première question. Il faut répondre le plus vite possible, mais le plus juste possible aussi. Donc, à quelle question répondent les ADR? Normalement, si vous avez bien écouté, je l'ai dit. Donc, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est quand? Comment ou pourquoi? Il manque une réponse, je pense. Vous avez 3 secondes. Ok, c'était effectivement pourquoi. Donc on essaye vraiment de documenter le pourquoi on a fait tel ou tel design. On va regarder le leaderboard quand même. C'est vrai. C'est pour Eric pour l'instant. Bon, il y a 4 questions hein, pour une fois avant de gagner les cannelés. Là, non. J'espère que ça peut coller. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc le contexte des ADR, juste à main levée, je voudrais savoir qui s'est déjà pointé devant un bout de code qu'il n'avait pas écrit, peut-être en arrivant dans une équipe, et qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends rien, pourquoi ça a été fait comme ça, c'est quoi ce bordel? Qui c'est déjà arrivé? Ok. Qui c'est qui est, à la suite de ça, qui est déjà allé voir la doc qui était sur Confluence ou sur le PDF et qui s'est dit et qui s'est rendu compte qu'elle n'était pas à jour, la doc. Quel doc? Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Bah, en gros, le contexte, c'est un peu ça. C'est ce genre de problème, les ADR essayent d'y répondre, parce qu'on perd la doc. Je vais l'expliquer. Je vais faire juste un aparté sur les projets en cascade. Je ne vais pas
je ne vais pas m'attarder, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les projets Waterfall, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une spec fonctionnelle qui est hyper complète au début, normalement, si tout va bien. On en découle une spec technique, et derrière, on écrit le code, on déploie, on maintient, et c'est un cycle comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, en termes de documentation, normalement, les ADR ne devraient pas concerner ce type de projet, puisque tout est documenté à la base. Donc le pourquoi des choix techniques, c'est dans l'aspect fonctionnel et dans l'aspect technique. Donc, je ne suis pas en train de défendre ce modèle, mais voilà, juste pour dire qu'on va le mettre à l'écart. Mais donc aujourd'hui, on est plutôt dans des contextes agiles dans la plupart de nos projets. Et du coup, qui dit agile dit tout n'est pas décidé dès le début, et les choix techniques, on va les faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on évolue avec le client, on va faire des nouveaux choix techniques. Mais donc ces choix techniques, ils ne sont pas documentés à la base dans une grosse spec fonctionnelle. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un nouveau moyen de les documenter. Et à ça s'ajoute la complexité qu'on peut avoir aujourd'hui avec des architectures microservices. Où par exemple, chaque microservice, chaque backend, chaque front-end peut avoir ses spécificités. On peut avoir un backend qui s'appuie sur du Redis, un autre qui s'appuie sur du Mongo, un autre qui s'appuie avec des mélanges un peu de tout ça. Ça, si on ne le documente pas, on est vite dépassé et ça explose un peu et on finit comme ça. Donc, voilà pour le contexte. On est vraiment dans des contextes on a vite des problèmes quand on se retrouve dans ces contextes agiles et encore plus microservices. Donc, on va prendre un cas d'utilisation pour la suite de la présentation. Donc, ce que j'ai fait comme petit cas d'utilisation, donc on a un front qu'on peut un peu ignorer, mais en gros c'est un service d'upload d'image qui va, quand on va uploader une image, il va simplement générer une miniature à partir de notre image, et derrière on a un service de recherche qui derrière nous permet de télécharger l'image et éventuellement de convertir la taille et le format. L'application en elle-même, on s'en fiche, c'est juste pour montrer comment on va utiliser les ADR là-dessus. Donc déjà, avant de voir vraiment comment on ferait avec les ADR, comment on ferait avant, quand on n'a pas les ADR. Donc j'ai créé un petit exemple, là qui est sur le... Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est là je l'ai mis sur un wiki GitHub. Là c'est quand on a déjà un peu de chance. Donc là, j'ai imaginé une équipe qui arrive, qui démarre donc ce projet. Et l'équipe quand même, elle est nouvelle, et puis elle se dit on va faire les choses bien, donc on va quand même documenter. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils décrivent l'architecture, ils mettent le diagramme d'architecture. Donc jusque là c'est bon, ils ont décidé d'utiliser Cassandra pour le stockage, bon pourquoi pas, peu importe. Et ils se sont embêtés, ils ont mis quand même quelques explications sur les différents éléments, sur ce qu'ils faisaient, et éventuellement un peu comment ils le faisaient. Même chose ici, ils ont documenté un petit peu le back-end, dans quel cas d'utilisation ils se positionnaient. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, l'équipe décide que Cassandra en fait c'est un peu juste niveau recherche, et le service de recherche ce serait mieux s'il était branché sur du Elasticsearch. Donc là, l'équipe se dit ça. Derrière, elle met en place la solution en se basant sur Elasticsearch. Et donc, elle est bien, c'est toujours un peu le début, elle est bien éduquée. Donc, elle met à jour le schéma d'architecture. Donc là, elle update la page de wiki, elle update la doc. Et donc, pareil, elle met à jour toutes les explications. Elle enlève la partie recherche qui concernait Cassandra et elle le met dans Elasticsearch avec les infos un peu spécifiques à Elasticsearch. Et donc là, on est pas mal et on sait ce qu'on a. Maintenant, on arrive sur une nouvelle phase où, on peut imaginer en tout cas, où l'équipe se dit, maintenant qu'on utilise Elasticsearch comme moteur de recherche, on n'a plus besoin de Cassandra et on pourrait le virer, puisque maintenant Cassandra nous sert vraiment juste pour du stockage brut. Et vu que nous on a déployé dans GCP, pourquoi on n'utiliserait pas plutôt du storage bucket simple. Donc c'est ce que l'équipe décide. Et là,
Donc elle update le wiki, là, parce qu'on a quand même de la chance, c'est une équipe un peu disciplinée. Mais ce qui se passe, c'est que là, elle va continuer à décrire l'architecture. Mais du coup, l'architecture, elle va ressembler à ça. On aura bien notre Google Cloud Storage à la place de Cassandra. Mais par contre, là, on commence à voir qu'on a perdu l'info de Cassandra. Même chose ici. Donc là, l'équipe a updaté les infos sur les backends. Donc on voit bien qu'on n'a plus Cassandra et qu'on a Google Cloud Storage à la place. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, imaginons qu'on ait un développeur qui rejoint le projet. Donc le projet, là, il a 6 mois, 1 an. Et là, on a un nouveau développeur, une nouvelle développeuse qui arrive dans le projet et qui tombe sur une classe qui appelle à un moment du Cassandra, qui déclare c'est une vieille classe du Cassandra. Et là, il tombe sur cette classe et lui, il vient d'arriver sur le projet. Donc Cassandra, pour lui, il n'y en a pas. Il l'a vu sur le diagramme d'architecture, il n'y a pas Cassandra. Donc là, il ne sait pas quoi faire. Et en fait, il va être face à un dilemme qui est soit de dire en fait cette classe elle sert à rien, je pense qu'elle sert à rien donc je peux la dégager, mais le risque de faire ça c'est qu'il prend le risque de casser quelque chose qui pour le coup était utilisé et utile. Là dans le cas de Cassandra c'était peut-être pas utile, mais potentiellement en appliquant des changements comme ça, en faisant des refactos un peu bourrins et parce qu'on n'a pas conscience du choix qui avait été fait avant, on peut perdre des infos et bloquer et risquer de casser notre projet. Donc souvent, l'autre solution face à ce dilemme-là, c'est de se dire bon ben c'est là pour une raison, donc j'y touche pas. Ça, c'est l'effet inverse, où on applique des rustines pour continuer à faire vivre le projet, mais on vire pas, on nettoie pas l'ancien code de peur de tout casser, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a été là. Et donc ça, voilà, c'est vraiment, d'une part, on risque de casser le projet en enlevant trop de trucs, de l'autre part, si on n'enlève rien, on risque aussi de paralyser le projet avec une codebase qui va grossir, avec des classes qui sont plus du tout utilisées et des bouts de code qui sont plus du tout utilisés. Donc on se retrouve un peu face à ça. Et du coup, c'est l'heure du quiz. Bon, je rappelle que c'est serré, donc... C'est bon, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Donc la deuxième question. Qu'est-ce qui manque le plus dans de la doc classique ? Donc est-ce que c'est la description de l'architecture ? Est-ce que c'est l'historique des décisions du projet ? Ou est-ce que c'est les détails sur l'implémentation ? On va voir si le leaderboard se dévoile. Ça y est, tout le monde a voté. Ok, bien joué. C'est effectivement l'historique des décisions. Donc les détails sur l'implémentation, c'est plutôt le code qui donne ça avec, je sais pas, la Javadoc si on est en Java, avec d'autres choses. Et c'est chaud. C'est toujours Eric. Il reste 2 questions. Ok, donc là on est dans ce contexte de documentation où pour l'instant on a décrit ce qu'on avait fait, donc dans ce que j'ai appelé l'ancienne documentation, on a décrit ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, via des diagrammes, via des explications. On voit que ce qui nous manque, c'est l'historique des décisions qui nous permettra de comprendre pourquoi tel ou tel choix a été fait et du coup d'être capable de se positionner en fonction de ce choix pour soit éventuellement virer du code qui est associé à ce choix, soit au contraire savoir qu'il faut le garder. Et ça permet aussi, quand on va prendre une nouvelle décision, typiquement là, si l'équipe veut changer le backend de storage, ça lui permet de ne pas revenir sur du Cassandra, de savoir pourquoi Cassandra a été remplacé. Ce genre de choses, c'est toujours utile. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, un choix peut être valable à un instant T, et plus être valable à T+1 quand une nouvelle techno est sortie, quand
un autre besoin client rend le premier choix obsolète, ce genre de choses. Donc la décision du coup, c'est de garder tous ces choix en utilisant les ADR. Donc si on reprend notre petite archi microservice du début, comment on ferait et comment on documenterait? Donc l'idée, c'est qu'on va faire en fait un document. On va écrire un document simple d'une ou deux pages au format texte, je reviendrai dessus. Et ça, on va le faire pour chaque décision qu'on va prendre. Donc ici, la première décision, avant même de parler des backends qu'on peut utiliser, la première décision qu'on pourrait faire, c'est la décision qu'on a fait déjà d'écrire une archi microservice. Donc ça, on fait le choix de partir sur une archi microservice, hop, on écrit un ADR qui permet de documenter ça. Ensuite, là, l'équipe avait choisi Cassandra, donc ça, on met un ADR là-dessus. Pourquoi Cassandra? Pourquoi on a fait ça? Quel était le contexte au moment de cette décision? Quelles sont les conséquences d'avoir choisi Cassandra? Et ainsi de suite. Je vous propose de montrer directement par un exemple. Donc, juste avant, je vais montrer un exemple d'ADR. Je tiens à préciser déjà qu'il existe plein de formats d'ADR. Vous trouverez autant de formats d'ADR qu'il y a de personnes, quasiment. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un format que moi j'utilise tous les jours au boulot. Ça vaut pas pour modèle, moi je le trouve pratique. Et le deuxième disclaimer, c'est que c'est des ADR qu'on dit lightweight, donc c'est des light, par opposé à des ADR normaux, qui sont utilisés notamment par Kafka, si je ne dis pas de bêtises, et qui sont vraiment des documents très structurants, mais qui là sont dans des process un peu plus lourds. Donc là, nous, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très léger, qui fasse une ou deux pages. Donc ce qu'on va retrouver dans un ADR, c'est déjà un titre. Donc en général, on le préfixe du numéro de l'ADR, ça permet de s'y retrouver plus facilement, et aussi de les avoir. On va en général nommer le fichier ou le dossier dans lequel est l'ADR comme ça, pour pouvoir ordonner simplement les ADR. Donc le titre, c'est un peu comme un message de commit Git, c'est une cinquantaine de caractères et on décrit ce qu'on fait. Enfin, on écrit là, en l'occurrence, le choix technique. Ensuite, la date, donc ça c'est hyper important puisque ça permet de retrouver quand est-ce que le choix a été fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, une décision qui a été faite à un instant T peut ne plus être valide à un instant T1 ou T2, donc c'est bien d'avoir la date pour être capable de situer le choix par rapport au contexte du projet et à son évolution. Donc les décideurs, moi je trouve ça pratique de l'avoir, donc dire simplement qui était présent au moment de la décision, ça permet de donner encore un peu de contexte et ça permet aussi à une nouvelle personne qui arriverait dans l'équipe d'être capable d'aller parler directement avec un des décideurs de tel ou tel ADR. Ensuite, on arrive au cœur de l'ADR, le contexte. Donc là, le contexte c'est vraiment hyper important puisque c'est en gros expliquer tout le cheminement qui nous a fait arriver au choix technique qu'on a fait. Donc le contexte, on va y retrouver le problème qui était posé, éventuellement donc est-ce qu'on avait un manque avec la solution actuelle, par exemple si c'est un back-end de storage, est-ce qu'on avait un manque avec Cassandra, est-ce que c'était un problème par exemple de maintien opérationnel, est-ce que c'est un nouveau besoin métier qui fait qu'on a besoin d'une nouvelle brique logicielle, d'une nouvelle feature. Donc vraiment, là on essaye de documenter au maximum pourquoi on a eu besoin de faire ce choix. Donc une fois qu'on a documenté le pourquoi on a eu besoin de faire ce choix, ben on va documenter ce qu'on fait comme choix. Donc on avait tel problème, donc on a choisi telle ou telle solution pour pallier à ce problème. Donc là j'ai mis juste une ligne pour que ça rentre dans ma slide, mais en réalité le contexte et la décision, on est quand même sur, voilà, c'est en général au moins un paragraphe et souvent plusieurs paragraphes où on vient documenter la décision. C'est là aussi dans la décision qu'on va documenter, et ça c'est intéressant, on va pouvoir aller rajouter les éventuelles solutions qu'on a comparées. Donc là par exemple,
l'équipe avait choisi Cassandra. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pourquoi, par exemple, elle n'avait pas choisi plutôt Mongo ou CouchDB ou je sais pas quoi. Et ça permettra à une nouvelle personne qui arrive derrière dans l'équipe de se dire ça c'est débile, ils ont mis Cassandra alors que Mongo c'est vachement mieux. Bah, même si elle a peut-être raison, au moins elle sait pourquoi l'équipe avait fait ce choix-là à ce moment-là. Peut-être que Mongo, il n'avait pas la bonne feature ou des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant d'arriver à mettre les autres alternatives qui avaient été étudiées à ce moment-là. Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir documenter. Et donc, ensuite on met un statut. Je reviendrai après sur les statuts. Il y en a 3, je reviendrai dessus. Et le dernier point, c'est les conséquences. Donc là, ça permet de... Les conséquences, donc bah, c'est tout simplement ce que va engendrer notre choix technique. Est-ce que ça veut dire qu'on doit maintenir quelque chose? Est-ce que ça veut dire que ça va nous prendre des semaines à coder? Est-ce que ça veut dire que ça va nous offrir une feature qu'on n'avait pas, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment arriver, avant d'implémenter la solution, le choix technique, arriver à être capable de dire en avance de phase ce que ça va nous coûter et ce que ça va nous apporter. Donc ça permet de vraiment bien comprendre pourquoi on l'a fait avec le contexte, comment, enfin ce qu'on fait avec la décision et ce que ça va engendrer avec les conséquences. Donc voilà un peu pour le format d'un ADR lightweight, donc très simple. Et donc, si on retourne à notre use case, on avait écrit un ADR pour nos microservices, pour le choix des microservices, un ADR pour Cassandra. Ensuite, on met Elasticsearch, donc là, on documente encore le choix d'Elasticsearch, pourquoi on le met en place et ce que ça remplace côté Cassandra, les limitations qu'on avait sur Cassandra dans le contexte, les éventuelles features et les conséquences qu'on a à mettre Elasticsearch, notamment le maintien opérationnel si on doit le maintenir. Et donc, là où ça va devenir intéressant, c'est que maintenant, quand l'équipe va décider de mettre Google Cloud Storage à la place de Cassandra, ce qu'on va faire, vous voyez que j'ai mis en transparent, donc on va écrire un ADR sur le choix de Google Cloud Storage. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de supprimer, comme on faisait avec notre ancienne documentation, de supprimer toute la partie sur Cassandra, là en fait on va garder l'ADR, on va pas le toucher. La seule chose qu'on va faire, c'est que dans notre nouvel ADR sur Google Cloud Storage, on va dire cet ADR sur Google Cloud Storage, il remplace notre ADR sur Cassandra, et inversement, dans l'ADR sur Cassandra, on va dire cet ADR maintenant, c'est dans le statut en fait qu'on va mettre ça, on va dire cet ADR il est remplacé par l'ADR sur le choix de Google Cloud Storage. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important sur le statut des ADR, c'est un ADR n'est jamais supprimé. L'ADR, il a une durée de vie qui est la durée de vie du projet. Et donc on peut remplacer des ADR en créant un nouveau, mais jamais on supprime ou on remplace le contenu d'un ADR. Donc le statut, il y en a 3, il y en a 4. Donc le statut proposé, il permet de... C'est le statut en cours de discussion. Donc peu importe la manière dont on travaille avec les ADR, j'y reviendrai plus tard, mais en gros, tant que le ADR il est en proposé, ça veut dire qu'il est en cours de discussion et que l'équipe est en train de discuter du choix technique. Donc là, ça peut être du brainstorming ou une merge request sur un ADR, peu importe. Tant que toute l'équipe n'est pas d'accord sur le choix technique, l'ADR est en statut proposé. Donc là, à ce moment-là, et c'est le seul moment, l'ADR évolue, son contenu évolue. Ensuite, je crois que je vais revenir au statut après, mais en gros, le statut accepté, c'est une fois qu'on décide de sortir l'ADR en proposé, en gros, la plupart du temps, il est en accepté. Donc ça veut dire que toute l'équipe a mis son tampon, et là on dit ok, maintenant cet ADR, là tel qu'il est, il ne bougera plus. Et après, le seul truc qu'on aura le droit de dire sur cet ADR, c'est d'aller changer dans le statut, de dire simplement il est toujours accepté, mais il est remplacé par un autre ADR. Et l'autre option, c'est de dire que l'ADR est rejeté, mais ça arrive assez peu. En général, on essaie de faire des choses. Est-ce que, par exemple, si sur Google Cloud Storage, on fait un gros changement plus tard dans le projet, on peut refaire un ADR sur Google Cloud Storage ou on change celui qui est déjà fait? Non, tu ne changes jamais un ADR qui est déjà fait et validé.
Donc si tu fais un gros changement sur Google Cloud Storage, si par exemple tu décides, je sais pas, de faire complètement autre chose, d'aller changer ta policy de je sais pas quoi, de rétention de tes buckets, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un nouvel ADR qui définit spécifiquement cette partie-là, et qui lui aussi va, alors soit il va remplacer l'ADR d'avance, soit s'il ne le remplace pas, il va le compléter. Donc tu peux dire qu'il est lié à un autre ADR. Mais jamais tu vas aller éditer le contenu en lui-même, tout ce qui est contexte et décision et conséquences, tu ne vas jamais aller le toucher dans un ADR qui a été fait. Et c'est ça qui permettra de retrouver toujours le statut, de retrouver l'historique de tous les choix dans le projet. Donc c'est l'heure du quiz. Donc attention, cette question un peu vicieuse, il y a un petit piège. Tout le monde est prêt? Allez les gars, c'est bon? Allez, c'est parti. Donc la prochaine question, c'est quel est le seul statut qui permet de modifier le contenu d'un ADR? Et j'insiste sur le contenu d'un ADR, contexte, décision, conséquence. Est-ce que c'est proposé, accepté, rejeté ou remplacé? Là, il y a un petit piège, mais normalement, si j'ai bien expliqué. Ok, c'est effectivement proposé. Donc je redis, tant que l'ADR est en statut proposé, on a le droit d'aller modifier son contenu, de modifier pourquoi on le fait, ce qu'on va faire dans le choix technique et les conséquences que ça a. Une fois que c'est accepté ou rejeté, on ne modifie plus rien. Et remplacer, c'est un truc un peu, c'est juste le statut qu'on vient modifier, mais c'est pas le contenu. Donc le leaderboard, je crois que c'est toujours Eric. C'est pas sûr. Ah si, c'est toujours Eric, joli. Il restera la dernière question, il faut arrêter rapide. Il reste 20... Il y a quelques points d'écart. Ok. Donc, voilà, je reviens sur le statut le cycle de vie d'un ADR, donc j'aurais peut-être dû montrer ça avant la question, mais ça aurait été trop facile. Donc, je le redis, un ADR à T0, il est en cours d'écriture, donc il est en propose. Tant que l'équipe n'a pas mis son tampon de validation, c'est en cours de discussion, donc c'est en propose. Là, c'est la phase d'écriture. Après, il y a la phase de validation, donc soit on l'accepte, soit on le rejette. En général, on l'accepte, sinon en général, on n'écrit pas des ADR. Et une fois qu'il est accepté, le seul truc qu'on peut faire, c'est de dire cet ADR est remplacé par un autre ADR. Voilà pour ça. Donc, je vais faire juste un aparté sur l'outillage. C'est une slide que j'avais pas mis à la base et que j'ai rajoutée suite à des questions que j'ai eues. On m'a posé plusieurs fois la question qu'est-ce que tu utilises pour faire des ADR et quel est l'outillage? En fait, j'avais pas mis cette slide parce que justement, l'idée des ADR, c'est d'utiliser ce qui est le plus simple pour vous et pour votre équipe. Donc en gros, faites ce que vous voulez. Ce que nous, on utilisait personnellement, ce qu'on utilise au boulot, on a fait deux trucs différents, donc je peux en parler. La première méthode qu'on avait utilisée, c'était simplement des pages Confluence. Donc c'était une bête page Confluence qui faisait une ou deux pages web et qui décrivait tous nos trucs avec un formatage à la con de Confluence. Et maintenant on a switché sur du GitLab, ce qui nous permet de discuter de nos ADR directement dans des merge requests de GitLab. Mais voilà, en gros l'idée c'est que pour moi il faut que ça reste hyper simple, il faut que ça reste un format qui est proche du texte. Donc nous on utilise, aujourd'hui vu qu'on est dans GitLab, on utilise du Markdown. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir juste les titres principaux, date, décideur, contexte, décision, conséquence, qui sont un peu identifiés. Et derrière, d'avoir vraiment du texte, éventuellement de pouvoir avoir quelques diagrammes. Donc nous on utilise du plan UML derrière pour coller quelques diagrammes d'archi quand c'est utile. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ça doit être quelque chose d'hyper simple. Il faut pas, à mon avis, c'est contre-productif d'utiliser une usine à gaz pour écrire un ADR. Il faut que ça reste un fichier texte que n'importe qui peut écrire sans avoir une connaissance quelconque en développement. Donc voilà pour cet aparté. Donc
on arrive à la fin de la présentation. Donc, quelles sont les conséquences de l'utilisation des ADR? D'une part, si je veux que vous reteniez une seule chose de ma présentation, c'est que ça permet de garder un historique de tous les choix qu'on aura fait sur un projet. Donc vraiment, on écrit au fur et à mesure qu'on fait des choix techniques, au fur et à mesure qu'on les fait, on écrit un ADR par choix technique, et derrière, une développeuse qui arrive dans notre projet, il est capable de relire tout l'historique et de savoir pourquoi tel ou tel choix a été fait. Et derrière, inversement, quand il va lire du code, il est capable de revenir sur les ADR s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, et de chercher dans les ADR et de voir pourquoi Kafka, pourquoi Mongo, pourquoi Cassandra, et cet historique lui permet de faire ça. L'autre chose que je trouve, les deux autres points que je trouve très intéressants par rapport aux ADR, ça va un peu au-delà du principe, du but premier des ADR, qui est donc de garder l'historique. De l'expérience que j'ai, donc ça fait à peu près un an et demi qu'on utilise les ADR dans mon équipe. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en plus de documenter l'historique, ça permet de discuter et de partager les choix techniques qu'on fait. En gros, un ADR, nous, on l'intègre comme une feature. Donc, comme on intègre une feature avec des reviews de code et des choses comme ça, on fait exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui propose un ADR, en général sur un sujet dont on a quand même déjà parlé avant. Mais donc quelqu'un commence à écrire un ADR, à documenter les choix, le contexte, la décision, les conséquences. Et en fait ça, derrière on soumet une merge request, on peut en parler, on en discute. Et ça permet déjà que tout le monde soit au courant que ce choix technique il va être fait. Donc derrière, ça permet à tout le monde de savoir que ça va exister dans le code, que cette feature elle va exister, comment elle va exister. Et voilà, et ça permet de générer une discussion qui est hyper productive et qui en fait permet à tout le monde de bien comprendre pourquoi le choix a été fait et d'être sûr de comprendre pourquoi il a été fait. En fait, le fait d'écrire l'ADR, ça permet aussi à un développeur, moi si j'écris un ADR, ça me permet de me poser les bonnes questions avec ces 3 étapes simples, contexte, décision et conséquences. Ça me permet de me poser les bonnes questions et d'être sûr que le choix de design, on ne le fait pas juste parce que c'est la nouvelle techno à la mode, parce qu'on en a entendu parler et que ça a l'air cool, mais qu'on le fait vraiment parce qu'on a étudié d'autres alternatives, parce qu'on a un réel besoin, parce qu'on a fait éventuellement des mesures de perf, parce qu'on a étudié le pourquoi on devait le faire. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient en plus, qui vient se brancher en plus du simple avantage de garder une industrialisation du projet, mais qui est hyper intéressante, c'est que ça permet d'être un peu plus carré dans ce qu'on fait. Alors, on peut se poser la question du comment ça s'intègre dans un projet agile. Parce qu'en général, dans un projet agile, on se retrouve souvent avec un board, avec un backlog, dans lequel on a des stories. Et donc, la question est de savoir comment on intègre ces phases de design dans nos stories en fait. Puisque ça prend quand même du temps d'écrire un ADR, donc il faut le prendre en compte. Donc ça peut être soit de faire des stories directement de design, soit simplement de chiffrer un peu plus quand on sait qu'on va avoir un ADR à faire pour réfléchir à la solution technique. Donc ça peut être différentes solutions, mais voilà, faut se poser la question de comment ça s'intègre. L'idée, c'est de ne pas l'oublier quand on est dans un projet agile, de ne pas oublier de faire ces stories de design, enfin pas forcément ces stories, mais de prendre le temps d'écrire les ADR. Sinon, en général, ça passe aux oubliettes et on finit comme dans toutes les documentations où en fait on ne l'a pas prévu et du coup on ne le fait pas et ça nous saoule et on n'a pas d'historique. Après, le seul point entre guillemets négatif, c'est que comme toute documentation, il faut quand même s'y tenir. L'avantage, c'est que c'est facile, c'est un document vraiment texte. Il n'y a pas de contraintes de formatage, à part les contraintes éventuelles que l'équipe s'est fixées. Donc pour moi, c'est pas difficile de s'y tenir dans la mesure où on le fait régulièrement et où on le fait pour chaque choix technique. Des choix techniques sur un logiciel,
on n'en fait pas non plus tous les jours. Donc, quand on les fait au fur et à mesure, c'est pas très compliqué de se tenir à faire 1 ou 2 pages sur un choix technique. À titre d'exemple, sur notre projet, je crois qu'on est en un an, un peu plus d'1 an, entre 1 an et 1 an et demi, on est à une 60aine d'ADR. Donc, rapporté à l'échelle de l'année, ou d'1 an et demi, c'est quand même pas quelque chose de colossal sur une équipe. Ça nous prend pas 80% de notre temps. Donc, c'est la dernière question avant la conclusion. Enfin, c'était la conclusion et ça va être la dernière question. Donc, tenez-vous prêts, c'est les cannelés. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Donc, c'est une question tout à fait orientée. Il faut se mettre à ma place. Quand est-ce que vous devriez commencer à utiliser les ADR? Qu'est-ce que c'est un jour sur votre prochain projet ou lundi en arrivant au boulot? Et c'est complètement orienté, je le répète. C'est pas objectif. Ok, bien joué. Bon, ceux qui ont répondu ici, c'était peut-être honnête, mais vous ne gagnerez pas les cannelés. Désolé. Et donc, le gagnant, est-ce que c'est toujours Eric? Ouais, je crois que c'est encore Eric. Yes. Bon, bah, bien joué Eric. Bravo Eric. Merci. Donc voilà pour les ADR. Je vous remercie. J'ai mis la petite démo que j'ai faite. Donc il y a, les 3 exemples du wiki et il y a des exemples d'ADR du coup, qui correspondent à ce qui avait été fait avec l'ancienne doc dans le wiki, mais version ADR. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Sur un projet qui est déjà existant, est-ce que tu considères que c'est utile de créer en rétroactif les ADR sur certains choix qui ont été faits pour permettre justement aux futurs développeurs d'avoir cette trace-là? Alors, oui, si tu arrives à le faire. Parce que Bien évidemment. on sait tous comment c'est, quoi. Si tu arrives sur un projet qui a déjà 1 an, 1 an et demi, tu vas peut-être pas aller te taper tous les ADR de tous les choix techniques qui ont été faits, déjà parce que tu n'as pas forcément le contexte. Et en plus parce que tu vas y passer 1 mois et que tu auras d'autres features à faire. Mais après, par contre, même si tu ne vas pas documenter les anciens choix techniques, ça vaut à mon avis toujours le coup, même si ton projet a déjà 1 an d'historique, ça vaut toujours le coup de commencer les ADR au temps où tu arrives toi. Et dire, bah, tant pis, on n'a pas l'historique de la première année, mais au moins on a l'historique à partir du moment où je décide de commencer à les faire. Donc ça peut être, même si tu n'as pas tout, tant pis, quitte à documenter plus tard un choix technique plus ancien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Tu fais les ADR avant le développement? Oui. Et donc, est-ce que c'est la personne qui fait l'ADR qui fait le développement? Non, pas nécessairement. Nous, on intègre vraiment ça comme une phase de design. C'est comme se retrouver autour d'un tableau blanc, enfin ce qu'on fait aussi, mais du coup on transforme le tableau blanc derrière en ADR, on pose ça sur le papier et ça nous permet de garder le choix, mais non, après, c'est pas forcément la même personne. Souvent c'est la même personne de facto parce que nous on est une petite équipe de 6 et que en général celui qui s'est fadé l'ADR pendant une demi-journée ou une journée, en général c'est celui qui est plus concerné par le sujet et qui a envie de le faire, mais pas nécessairement. Non, ça nous arrive aussi de prendre, de réaliser les implémentations d'un ADR de l'autre. Pas forcément. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir réalisé un ADR, commencer à implémenter le truc, et puis se dire, en fait ça marche pas si bien ce à quoi on a pensé? Oui, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Et du coup, ouais, ça amène un peu à la suite qui est plus une remarque, c'est est-ce que vous ne pensez pas que finalement réaliser l'ADR avant la réalisation, ça défait un peu l'effet de l'ADR qui est plutôt un enregistrement de la décision d'architecture, plutôt que de se dire, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un aspect, il y a un peu un mélange qui est fait dans la façon dont vous l'avez présenté, qui est
d'un autre côté, ça nous permet de challenger la décision d'architecture. Et de l'autre côté, ça nous permet aussi de garder l'enregistrement de cette décision. Sauf que on n'est pas sûr qu'elle fonctionne. Et en plus de ça, il y a un double emploi qui est peut-être pas mutualisable. Quand on travaille de notre côté, nous on fait toujours un spike pour essayer de trouver un peu ce qui marche bien. On va le tester, on va avoir des chiffres parce qu'on a une méthode pour réfléchir au truc, on ne prend pas des décisions en claquant des doigts. Par contre, après, effectivement, cette décision-là, une fois qu'on l'a implémentée, qu'on l'a testée, on voit qu'elle fonctionne et on a bien envie de la persister et de l'enregistrer. Mais du coup, j'ai un peu l'impression qu'il y a un effet double emploi entre l'aspect recherche et l'aspect vraiment, c'est ça qu'on enregistre, quoi, comme étant la solution acceptée. Non, en fait, oui, je comprends ce que tu dis. Non, ce que je dis, c'est que en fait, ça a un côté bénéfique. Le fait de le faire te fait quand même poser certaines questions que tu ne poserais pas forcément, même si tu as l'impression que ton choix technique, tu l'as déjà justifié. Il y a des fois, tu as quand même des trucs que tu as oubliés, et le fait de bien décrire les différentes parties te permet d'être sûr d'avoir répondu. Après, tu peux t'être planté, ça arrive, et nous, ça nous est arrivé. Mais ça arrive de se planter dans le choix technique, mais au moins, à l'époque où tu as fait ce choix technique, tu sais pourquoi tu l'avais fait. Après, voilà, le but de l'ADR, c'est pas de challenger ton choix technique à la base. Mais je trouve que ça s'inscrit quand même dans une phase un peu de recherche, puisque typiquement ce que je disais sur les différentes alternatives que tu étudies, ça, tu peux les mettre dans une ADR par exemple. Mais après, nous au quotidien, un ADR, on l'écrit quand même après avoir déjà fait une première concertation. On ne fait pas juste un ADR en disant je pense à un truc et j'écris ça sur un bout de table et je vais le soumettre aux autres. C'est quand même des choix qu'on a réfléchis avant, ensemble. C'est juste que les détails du choix technique ne sont pas forcément carrés pour tout le monde. Et l'ADR, en les explicitant, permet de soulever quelques loups qui pourraient encore persister. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, si je arrive à le lire entre les lignes. Okay. D'autres questions? Non. Bon. Merci. Bon. Du coup, je vous propose de passer à la